Merci professeur, bonsoir à tous, bonsoir cher professeur, en tout et merci de votre présence ce soir. Alors monsieur Philippe Aguillon, vous êtes professeur au Collège de France, à l'INSEAD et à la London School of Economics. Vous êtes membre de la Société économétrique et de l'Académie américaine des arts et des sciences. Après des études en économie à l'université d'Harvard, de laquelle vous obtenez le PhD en 1987, vous êtes tout d'abord professeur assistant au MIT, puis chargé de recherche au CNRS, économiste à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, puis chercheur au Newfield College de l'université d'Oxford. En 1996, vous êtes nommé professeur d'économie à l'University College of London, puis vous devenez en 2002 Robert C. Waggoner Professor of Economics à Harvard. Depuis 2015, vous êtes titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance au Collège de France et Centennial Professor à la London School of Economics. Ce parcours académique des plus remarquables s'ajoute à une très riche expérience de terrain. Vous avez été en effet membre du Conseil d'analyse économique, instance composée d'économistes reconnus qui conseillent le Premier ministre français, et à ce titre avez participé à la rédaction de 2 rapports éponymes, le premier sur la politique économique et croissance en Europe, le second sur l'autonomie des universités et la mise en œuvre des campus d'excellence universitaire. Vous avez été également l'un des conseillers en économie du président de la République François Hollande. Vos travaux de macroéconomie portent principalement sur la théorie de la croissance et l'économie de l'innovation, sur lesquels vous avez abondamment publié. Avec Peter Howitt, vous avez développé dans plusieurs écrits la théorie schumpeterienne de la croissance, que vous approfondissez davantage dans votre dernier essai paru en 2021, Le pouvoir de la destruction créatrice, avec Céline Antonin et Simon Bunel. Aussi précieuses que soient vos nombreuses publications, celles que nous chérissons le plus, et je l'espère vous le comprendrez, cher professeur, sont les programmes de SES. Programme dont vous avez piloté la refonte en 2018, à qui nous avons juré fidélité et avec lesquels nous ne faisons désormais qu'un, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce qu'une nouvelle réforme nous sépare. Il était ainsi naturel pour nous, en tant qu'enseignants de sciences politiques et économiques, d'inviter un homme dont l'expérience et la connaissance couvraient merveilleusement les 2 volets, tout comme il nous était important en tant que lycée français en Égypte, d'inviter un homme dont le destin se situait à la croisée de ces 2 pays. Sur ce point, je vais laisser développer mon collègue et camarade Michel Ezzat, qui saura démontrer avec documentation à l'appui que vous êtes peut-être le plus égyptien des professeurs du Collège de France. Il était une fois dans une Égypte cosmopolite, et plus précisément à Alexandrie, une famille qui portait le nom Agion, ou comme on dit, Arion. 1921 viennent au monde Raymond Agion et Gabriel Hanouka. À l'âge de 7 ans, tous les 2 se rencontrent sur les bancs de l'école primaire à Alexandrie. Plus tard, à l'âge de 17 ans, précisément en 1938, Raymond part en France pour commencer des études de médecine, malheureusement interrompues par la guerre. Dès son retour, il intègre avec Henri Curel, un membre de sa famille, le mouvement égyptien antifasciste. Mais un événement heureux en 1940, à l'âge de 19 ans, Raymond et Gabi se marient à Alexandrie. Gabrielle, c'est la plus jeune fille d'un grec d'origine espagnole, directeur d'une usine de tabac, et d'une mère italienne fascinée par l'élégance parisienne et la mode qui existait à Alexandrie. Raymond, quant à lui, c'est le fils d'un riche banquier, exportateur de coton, comme beaucoup de familles suisses, italiennes de l'époque. Ça nous rappelle un peu la chanson de Georges Moustaki, quand il chantait « Arabes, Grecs, Juifs, Italiens, tous bons Méditerranéens, tous compagnons du même bord ». D'ailleurs, hier, on commémorait la disparition de la 9e année de Georges Moustaki. En 1945, le couple Aguillon s'installe à Paris. Raymond ouvre une galerie de peinture boulevard Saint-Germain et Gabi lance la marque célèbre Chloé et invente le prêt-à-porter de luxe. Gabi, elle aurait pu penser tout simplement à elle-même et baptiser sa marque tout simplement Gabi, ça fait joli. Mais
elle aimait bien son amie, donc, qui s'appelait aussi Chloé Eismans. Donc, c'est un signe d'amitié qui a quand même laissé ça à son enfant, à ses enfants et ses petits-enfants. Donc, elle a donné cet honneur à son amie. En 1956, encore un événement heureux, c'est la naissance de Philippe à Paris. Juste un mois après le retour des Aguillons d'Italie. Donc, Philippe, il grandit dans un milieu culturel. Ses parents fréquentent des artistes et des intellectuels comme Louis Aragon, comme Paul Éluard, Tristan Tzara, Picasso ou bien Laurence Durel. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard si en 1982, Philippe coécrit avec son cousin Gabriel le scénario du film La Scarlatine. Malheureusement, en 2009, donc Papa Raymond, il décède. Et 4 ans après, en 2013, Gabi reçoit donc le titre du Chevalier de la Légion d'honneur. Mais malheureusement, 1 an après, elle décède, en laissant avec son mari donc de très bons souvenirs, un grand héritage à leur fils Philippe. En 2021, je tenais absolument, avec mes élèves de 6e, dans le cadre des cours de recherche documentaire, à célébrer donc cette belle mémoire des Aguillons. Nous avons fait beaucoup de recherches documentaires autour de toute la famille Aguillon. Nous avons découvert plein de trésors. Et c'est grâce à cela qu'avec ma collègue Rachel, nous avons donc décidé de vous contacter pour que vous soyez donc notre invité d'honneur pour les webinaires de cette année. Et ce n'est pas un dernier événement heureux, parce que cette année, en plus, vous avez célébré le mariage de votre fils, Edmond, le prince Edmond, donc en Égypte, un mariage donc, qui marque votre attachement à l'Égypte, à votre terre natale et donc celle de vos parents. Après ce conte de fées, je tiens juste à inviter aussi nos élèves à une information très importante, parce qu'en 2016, donc en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, vous avez lancé le campus de l'innovation pour les lycéens afin de permettre aux élèves de première et de terminale, ainsi qu'à leurs enseignants, tout d'abord d'approfondir leurs connaissances et leur raisonnement, ensuite de démystifier leur rapport au savoir académique, d'éveiller leur vocation et enfin d'encourager les élèves à se projeter dans l'avenir. Merci, cher Philippe, merci, monsieur Aguillon, professeur Aguillon. Je suis très impressionné, hein, vraiment, Michel, là, je suis speechless, comme on dit. Bravo, hein, très impressionnant, là. Oh là là, je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis ému et vraiment, le considérable travail que vous avez fait, quoi, parce que c'est étonnant. On m'a jamais parlé de mon histoire comme vous l'avez fait aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vraiment vous dire mon admiration et ma reconnaissance, voilà, et mon émotion. Voilà. Vous faites partie avec vos parents de ce patrimoine immatériel dont on essaye de parler de cela à nos élèves et de les éduquer à toutes ces valeurs-là et tout cet héritage francophone. Donc, vous faites partie des générations, vos parents font partie des générations de Georges Moustaki, d'Albert Kosseri. De toute façon, Albert était mon oncle. Albert était mon oncle, en fait. C'était comme un oncle. Enfin, il était mon oncle. Il n'est pas de sang, mais de facto, c'était l'oncle Albert, quoi. J'ai toujours grandi avec Albert, quoi. Voilà, j'ai plein d'histoires d'Albert à raconter, quoi. Et donc, et Moustaki, les parents de Moustaki tenaient la librairie des livres de classe à Alexandrie. C'était l'équivalent de Joseph Gibert. Oui. Et ma mère me racontait des histoires avec les parents de Moustaki. Enfin, voilà, ils tenaient l'équivalent du Gibert d'Alexandrie. Enfin, voilà, donc, plein d'histoires. Oui. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter donc, pour nos collégiens pour parler de tout cet héritage, je serais ravi de la francophonie. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, je suis très impressionné, Michel. Vraiment. Je ne sais pas comment, je n'ai pas les mots. Voilà, merci. C'est déjà notre cadeau que vous soyez là et je vous laisse la parole avec nos élèves. J'avais envie de pleurer. Bon, allez, faut que je sois sérieux. On passe. Allez, on passe. Allez, hop. Bon. Alors, c'est pas à nos élèves de terminale qu'on va expliquer la destruction créatrice, mais peut-être aux plus jeunes ce soir ou invités à cette conférence. Selon Schumpeter, économiste autrichien du XXe siècle,
Le moteur principal de la croissance économique depuis près de 2 siècles réside dans l'apparition et la diffusion de nouvelles idées, nouvelles technologies, nouveaux produits, nouveaux modes d'organisation, c'est-à-dire un ensemble d'innovations qui a pour effet de remplacer ce qui avait cours avant elle. Toutefois, Schumpeter n'était pas optimiste et ce process de destruction créatrice conduit inéluctablement le capitalisme à sa chute. Je crois savoir pour autant que ce n'est pas cette théorie que vous allez nous présenter ce soir. Repenser le capitalisme. Oui, la conjoncture mondiale n'est pas au beau fixe. La pandémie puis la guerre en Ukraine ont des conséquences dramatiques sur les plans économiques et sociaux. Il y a eu un recul significatif de l'activité économique. Les mesures de soutien qui ont été mises en place par les gouvernements ont conduit à une augmentation des dettes publiques sans précédent. Au niveau social, l'accroissement des inégalités et des écarts de richesse qui ont été provoqués par la crise pandémique ont plongé 150 millions de personnes, d'après la Banque mondiale, dans la pauvreté et 1 million de Français au cours de cette crise sanitaire. Comment pouvons-nous sortir de cette crise? Est-il possible de renouer avec la croissance économique? Est-ce que l'innovation, le progrès technique peuvent être encore des leviers de croissance? Comment éviter les effets néfastes de la destruction créatrice? Et quel pourrait être le rôle de l'État pour assurer une croissance plus égalitaire et plus verte? Peut-être ce soir, allez-vous nous apporter des éléments de réponse? Merci. Donc c'est mon tour maintenant? Exactement. Je commence? Génial. Bon, je peux partager mon écran? Volontiers. D'accord, voilà. Donc voilà, je fais ça. Slideshow. Voilà, vous voyez là mon... C'est bon là? Ça marche? D'accord. Voilà, donc penser l'après-Covid, le pouvoir de la destruction créatrice. Donc voilà, donc ça c'est le livre en français, mais le livre est traduit dans 9 langues maintenant, mais pas en arabe. Il est traduit en perse, mais pas en arabe. Voilà. Et il traduit en chinois, en coréen, en japonais, en perse, en portugais, italien, espagnol, anglais, français, évidemment. Et donc ça fait, on arrive à 9 en fait. Voilà. Donc ce livre est donc joint, c'est un travail joint avec Céline Antonin, qui est chercheuse à Sciences Po, à l'OFCE, Simon Bunel, qui est chercheur à l'INSEE, à la Banque de France. Voilà. Et donc en fait, la destruction créatrice, c'est le processus par lequel de nouvelles innovations viennent constamment remplacer les technologies et activités existantes. Donc en fait, c'est le processus par lequel les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Donc ça veut dire que quand il y a de l'innovation, il y a des activités qui disparaissent et des nouvelles entreprises qui prennent la place d'anciennes entreprises. Voilà. Et des jobs qui prennent des nouveaux jobs qui prennent la place d'anciens jobs. Alors ce que j'ai fait, c'est que en fait, quand j'étais étudiant en économie, il y avait le modèle de Solow, le modèle de croissance de Solow que vous devez imaginer, j'imagine que vous enseignez en terminale. C'est-à-dire que la croissance dans le modèle de Solow provient uniquement de l'accumulation de capital, mais sous des hypothèses raisonnables de rendement décroissant par rapport à l'accumulation du capital. J'augmente beaucoup plus la production en passant de 0 machine à 1 machine qu'en passant de 9 machines à 10 machines. Quand j'ai cette hypothèse de rendement décroissant par rapport à la quantité de capital utilisé, eh bien, normalement, sous des hypothèses raisonnables, il ne peut pas y avoir de croissance de long terme du PIB par tête uniquement à cause de l'accumulation de capital. Il faut autre chose, et Solow parle de progrès technique. Mais Solow, dans son modèle, ne dit pas d'où vient le progrès technique. Alors Schumpeter, lui, parlait d'innovation, mais il n'y a pas de modèle. Quand j'étudiais l'économie, il n'y avait pas de modèle de croissance schumpeterien, ça n'existait pas. Il y avait juste cette idée de destruction créatrice et quelques écrits purement littéraires de Schumpeter, mais il n'y avait pas de modèle de croissance schumpeterien, d'accord? Et encore moins de l'empirique de la croissance schumpeterienne. Donc en fait, c'est ça que j'ai mis en place en 87 avec Peter Howitt, c'était ma première année au MIT. Eh bien, on a façonné un modèle de croissance
qui incorporent l'idée de destruction créatrice. Alors la première idée, c'est que la croissance de long terme provient d'un processus cumulatif d'innovation, où chaque innovateur construit sur la base des innovations qui ont précédé. D'accord. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle provient d'activités d'entrepreneurs qui poursuivent des rentes d'innovation, parce qu'ils se disent, tiens, si je fais une innovation, je vais pouvoir la vendre, ou je pourrais faire mieux, j'aurai des rentes de monopole pendant un certain temps. D'accord. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations rendent obsolètes les anciennes technologies. Le nouveau est meilleur que l'ancien, le nouveau remplace l'ancien. Donc ça, c'est le modèle que nous avons façonné avec Peter Howitt, qui est devenu maintenant un paradigme dominant en théorie de la croissance. Alors on voit que au cœur de ce modèle, il y a une contradiction. D'un côté, l'innovation est motivée par la perspective de rente d'innovation, mais ces rentes peuvent être utilisées à leur tour pour bloquer de nouvelles innovations. Et en fait, parce qu'ils veulent éviter eux-mêmes d'être victimes de la destruction créatrice, les innovateurs d'hier vont vouloir utiliser leur rente d'innovation pour empêcher de nouvelles innovations. Donc, vous voyez, il y a un problème. D'un côté, il faut donner des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais de l'autre, il y a le danger que ces rentes soient utilisées pour empêcher de nouvelles innovations. Et en fait, réguler le capitalisme, c'est d'abord gérer cette contradiction. Et en fait, quand vous regardez le bouquin, que vous parliez de stagnation séculaire, de trappe de développement, d'innovation verte, d'inégalité, on tombe toujours sur cette contradiction-là. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre qu'au cœur du processus de croissance, il y a cette contradiction entre le fait que d'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais que d'un autre côté, il y a cette tentation des innovateurs d'hier d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes être victimes de destruction créatrice. Alors Schumpeter, justement, pensait qu'à cause de ça, le capitalisme n'avait pas d'avenir parce que les premiers innovateurs deviendraient des grosses boîtes, des gros conglomérats qui, avec la complicité de l'État qu'ils peuvent acheter, s'arrangeraient pour bloquer toute nouvelle innovation. Et donc, en fait, Schumpeter était pessimiste, comme Rachel expliquait très bien, sur l'avenir du capitalisme. Mais nous, dans le livre, on montre qu'en fait, il a peut-être été trop pessimiste et qu'en fait, il existe des forces qui peuvent être activées et qui peuvent conjurer la prédiction pessimiste de Schumpeter. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, au lieu d'être pessimiste, nous, on prône un optimisme de combat dans cet ouvrage, dans ce livre. Alors, la destruction créatrice, c'est pas juste une abstraction, c'est une réalité. Par exemple, on peut le mesurer par le nombre de brevets, par le flux de brevets, parce que c'est le flux de nouvelles innovations. Et ici, je montre un graphique qui montre une corrélation positive entre États américains, entre le nombre moyen par année de brevets déposés sur le siècle 20e, 1900 en 2000, et la croissance annuelle du PIB par tête dans l'État, entre moyenne annuelle sur 1900-2000. Et on voit qu'en moyenne, les États qui brevettent plus, les États qui innovent plus aux États-Unis, sont des États qui ont plus de croissance du PIB par tête. Donc déjà, ça montre qu'effectivement, l'innovation est une source de croissance de long terme. Vous voyez, parce qu'on pourrait dire, cher monsieur, vous proclamez que l'innovation est importante, mais on n'en a aucune preuve. Voilà une preuve très claire. Et en fait, mes co-auteurs Aksigit, Grigsby, Nicolas ont montré que cette relation est non seulement une corrélation, mais en fait une relation causale de l'innovation vers la croissance de la productivité. Mais une première manière de mesurer la destruction créatrice, c'est par le flux de brevets. Une deuxième manière de mesurer la destruction créatrice, c'est par la destruction et la création et la destruction d'entreprises, ou la création et la destruction d'emplois. Et on voit à chaque fois qu'il y a une corrélation positive entre ces mesures et la croissance du PIB par tête dans les pays ou dans les États. Plus un pays ou un État a un fort taux de destruction créatrice mesuré par la destruction et création et destruction d'emplois et création et destruction d'entreprises, plus la croissance du PIB par tête est importante. Donc ça, c'est une chose très importante. Voilà. Vous voyez, donc c'est pas juste la destruction créatrice, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est pas juste une abstraction. Alors, dans le livre, ce qu'on fait, c'est on utilise le prisme de la destruction créatrice et du paradigme schumpeterien que j'ai évoqué tout à l'heure avec les 3 points. Innovation, la croissance de long terme résulte de l'innovation cumulative. 2, l'innovation a besoin de rente d'innovation. Il n'y a pas d'innovation, d'activité d'innovation sans rente d'innovation. Et la 3e, la destruction créatrice. Ce paradigme-là.
eh bien, à travers ce paradigme, on peut faire trois choses. Percer certaines grandes énigmes de l'histoire économique, remettre à plat certaines idées reçues et repenser l'avenir du capitalisme. Alors, quelques énigmes historiques. La première énigme, c'est le décollage industriel. C'est que si on regarde historiquement, et ça c'est les travaux de Madison, et ça on en parle beaucoup dans le chapitre 2 du livre, on voit qu'en fait, à part des épisodes ici ou là de croissance temporaire, la croissance du PIB par tête n'a vraiment décollé qu'à partir de 1820 avec la première grande révolution industrielle, celle de la machine à vapeur. Et ça a commencé en Angleterre, puis en France, puis plus tard aux États-Unis. Et vous voyez qu'il ne se passe rien avant 1820, quoi. Le PIB par tête est essentiellement constant mondial avant 1820. Et ça se passe en Europe en 1820. 1820, ça veut dire que c'est juste 200 ans. Et c'est rien 200 ans. Parce que 200 ans, c'est 3 fois mon âge, ça veut dire que je suis un vieux schnock. Mais comparé à Sapiens, qui est 10 000 ans, plus de 10 000 ans, et Néandertal, qui est encore beaucoup plus que 10 000 ans, 200 ans, c'est rien du tout. Donc pourquoi c'est si récent la croissance et pourquoi ça se passe en Europe? Et là, les travaux de Joël Mokyr vous donnent la clé. Et il suit très intéressant, c'est quand on met tout Joël Mokyr ensemble, eh bien on retrouve le paradigme schumpeterien. Tout d'abord, Joël Mokyr a des travaux qui vous montrent qu'en Europe existent, au début du XIXe siècle, des institutions qui favorisent l'innovation cumulative. Donc, il y a eu l'imprimerie, évidemment, mais ça, c'est bien avant le XIXe siècle. Il y a eu ensuite les progrès dans la poste, donc ça aide. Mais il y a eu surtout l'université. Il y a une université européenne qui se construit avec des échanges entre professeurs d'université, vous voyez, au niveau européen. Donc, ça crée une société des sciences qui se met en place. Et puis, par ailleurs, il y a la codification du savoir à travers l'encyclopédie. En Angleterre, il y a l'Encyclopædia Britannica, et en France, il y a l'encyclopédie de Diderot. Ça veut dire qu'au début, quand arrive le début du XIXe siècle, il existe en Europe des institutions qui, tout ensemble, permettent l'innovation cumulative. Je n'ai pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Je peux m'appuyer sur des savoirs existants, sur les innovations précédentes. Donc ça, c'est la première condition du modèle schumpeterien. Et Mokyr explique comment cette première condition est remplie. La deuxième chose, c'est que, Mokyr explique qu'en Europe existent des institutions qui protègent les droits de propriété. C'est très important parce que sinon, moi, j'ai les rentes d'innovation, je les aurais pas. J'innove et on peut m'exproprier. Et rien ne garantit que j'aurai mes rentes d'innovation. Très important de garantir mes rentes. Donc là, eh bien, il y a des institutions qui protègent les droits de propriété. En Angleterre, c'est la Révolution glorieuse en 1600 et quelques qui a permis de parvenir à une meilleure protection des droits de propriété parce qu'avant, les aristocrates et la royauté prenaient tout. En France, c'est la Révolution française et Napoléon qui ont conduit à un code, à des lois qui ont été appliquées de protection des droits de propriété. D'accord? Et ça, c'était très important qu'il y ait ces institutions. Et elles étaient mises en place au début du XIXe siècle. Voilà. Et troisièmement, la destruction créatrice. Et là, Joël Mokyr explique très bien que, eh bien, en Chine, quand il y avait un inventeur, il était persécuté par l'empereur parce que l'empereur avait peur que l'inventeur devienne trop puissant et menace son pouvoir. Tandis qu'en Europe, il y a la concurrence entre pays européens. S'il y a des innovations en France, et si on commence à embêter un innovateur en France, il peut toujours aller se réfugier en Angleterre ou en Allemagne, en Prusse ou en Suisse, et poursuivre ses activités d'innovation là-bas. Et c'est des pays qui sont en concurrence avec la France. Donc la concurrence entre pays, qu'on n'a pas en Chine, eh bien, fait qu'il y a cette destruction créatrice. Alors qu'en Chine, c'est un pays où il y a eu beaucoup d'inventions, la roue, le compas, il y a eu beaucoup de grandes inventions qui ont été faites en Chine, mais ce n'est pas en Chine qu'a eu lieu le décollage de la croissance et le décollage industriel. Voilà, c'est très intéressant comment le paradigme schumpeterien illumine, explique pourquoi le décollage de la croissance a lieu si récemment et qu'il a lieu en Europe et pas ailleurs dans le monde. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est la première idée reçue. Alors moi, je vais en parler à une deuxième. Je vais sauter la révolution technologique. Je vais vous parler de stagnation séculaire. Alors la stagnation séculaire, c'est le fait que quand vous regardez la croissance de la productivité, alors ici, je mesure la productivité par la productivité globale des facteurs, mais en gros, ça serait aussi vrai si je prenais la croissance de l'output du PIB par tête, hein.
on voit qu'aux États-Unis, ça c'est le taux moyen annuel. Donc le taux moyen annuel de croissance de la productivité américaine, eh bien, il augmente entre 1995 et 2005, mais elle diminue ensuite fortement. Et l'énigme de la stagnation séculaire, c'est comprendre pourquoi ça baisse tellement depuis 2005, alors qu'il y a la révolution des technologies de l'information et la révolution de l'intelligence artificielle, qui est un corollaire de la révolution de la technologie de l'information. Donc pourquoi il y a cette stagnation séculaire? Et en fait, dans le chapitre 6 du livre, on examine différentes explications. On ne sait pas bien mesurer la croissance, tout ça est un peu vrai, mais l'explication la plus plausible, c'est que, eh bien, il y a eu des entreprises superstars, les GAFAM. En fait, on voit déjà que les secteurs où la croissance augmente d'abord et se réduit après, c'est le secteur qui produisent des technologies d'information, c'est la courbe en noir, et les secteurs qui utilisent des technologies d'information, c'est la courbe en gris. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, il y a, grâce à la révolution des technologies de l'information, il y a les GAFAM qui émergent. Alors, c'est Microsoft, Walmart, Google, Amazon, etc. C'est des entreprises qui utilisent très bien les réseaux et les bases de données, etc. Et ils se développent beaucoup. Ça, comme ils sont très bien organisés, ils s'étendent à toute l'économie américaine. Évidemment, comme ils sont plus productifs que les autres, au début, l'effet est d'augmenter la croissance. C'est pour ça que vous avez cette augmentation de la croissance de la productivité. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'avec des fusions-acquisitions sans limite, ces entreprises, ces GAFAM, deviennent tentaculaires et elles finissent par décourager l'innovation des entreprises qui ne sont pas superstars. Et c'est pour ça qu'on voit que l'entrée de nouvelles entreprises, qui est la courbe en rouge, ça a augmenté au début, et puis depuis le début des années 2000, eh bien, le taux d'entrée de nouvelles entreprises, des entreprises non superstars, mais innovantes néanmoins, ben, cette entrée décroît. Donc on est vraiment dans la crainte de Schumpeter. Voilà des entreprises innovantes, les GAFAM. Au début, c'est très bien, et puis après, elles découragent les autres entreprises innovantes de rentrer sur le marché, et c'est pour ça qu'il y a ce déclin de la croissance. Alors évidemment, Schumpeter dirait c'est foutu, Robert Gordon dirait c'est foutu, et nous on dit c'est pas foutu du tout, parce qu'il y a le problème de la politique de concurrence aux États-Unis qui n'est pas adaptée à l'ère du digital. On a permis à ces GAFAM de faire des fusions-acquisitions sans limite, sans se demander si ces fusions-acquisitions allaient ou non décourager l'entrée future d'entreprises innovantes. Et si on régule, on se met à réformer la politique de concurrence, comme l'administration Biden s'est proposé de le faire il y a 1 an, eh bien, à ce moment-là, on peut peut-être mettre un terme à la stagnation séculaire et faire redémarrer la croissance aux États-Unis. Donc, il faut repenser la politique de concurrence. Et vous voyez, là, nous, on est des optimistes de concurrence. Ça ne veut pas forcément dire que ça va venir, mais au moins, on sait on a débusqué le coupable et on sait qu'on peut agir sur le coupable. D'accord? Et ça, c'est l'action de l'État et de la société civile, des électeurs qui ont amené Biden au pouvoir en particulier. Donc, vous voyez la différence entre le pessimisme et l'optimisme de combat. Il y a des forces qui existent et il faut les activer pour changer la politique de concurrence aux États-Unis. Elle était trop basée sur les parts de marché, pas assez sur l'effet que peut avoir une fusion sur l'innovation future et l'entrée future d'entreprises. Et donc, là, il y a vraiment toute une discussion dans le chapitre 6 là-dessus. Alors, trappe intermédiaire. Alors, c'est très intéressant comme phénomène. Voilà l'Argentine. L'Argentine, entre 1870 et 1930, elle a un PIB par tête qui est à peu près égal à une fraction constante du PIB par tête américain. Et donc, vous voyez que l'Argentine, ça veut dire que l'Argentine, par rapport aux États-Unis, croît aussi vite, ce qui est formidable. Mais depuis les années 30, l'Argentine a décroché. Donc, c'est intéressant. Voilà un pays qui rattrape, enfin, presque pratiquement rattrape les États-Unis, en tout cas devient un concurrent sérieux des États-Unis, se met à croître aussi vite que les États-Unis, et ensuite décroche. Mais voilà la Corée. Voilà le taux moyen, voilà le taux de moyen de PIB par tête en Corée. Vous voyez que, entre par exemple 60 et 90, il y a augmentation du taux de croissance. Disons d'abord des taux de croissance très élevés qui continuent d'augmenter. En fait, ils étaient plus bas avant les années 60. Donc le taux de croissance d'abord est très élevé et puis il augmente. Mais après, il se met à baisser. Pourquoi ça baisse? Donc vous voyez en Argentine, formidable, à un moment donné, l'Argentine décroche. La Corée se met à croître très vite et puis ensuite se met à croître un peu moins vite. Pourquoi? Eh bien, le phénomène qui se passe, c'est qu'il y a 2 manières, c'est la seule équation que je montre, il y a 2 manières d'augmenter la productivité que j'appelle A.
L'un, c'est d'imiter la frontière, A bar. L'autre, c'est d'innover sur vous-même. Vous passez de A à gamma A, où gamma est plus grand que 1. Donc, on peut le faire par l'imitation de la frontière ou par l'innovation sur vous-même. Quand vous êtes très loin de la frontière technologique, eh bien, c'est l'imitation qui va être importante. Pour la Chine, par exemple, la croissance est provenue essentiellement de l'imitation. Et la Corée, pendant ces années où la croissance est très forte, c'est de la croissance d'imitation. Mais quand vous vous rapprochez de la frontière technologique, à un moment donné, quand le A devient proche du A bar, eh bien, la source première de croissance, ça devient l'innovation à la frontière. Or, les institutions qui favorisent le rattrapage ne sont pas les mêmes que celles qui favorisent l'innovation à la frontière. Par exemple, la concurrence, eh bien, la concurrence favorise la croissance pour des entreprises qui sont proches de la frontière technologique. C'est la courbe en bleu. Mais ça ne favorise pas la croissance et l'innovation dans les entreprises qui sont loin de la frontière technologique. Et plus un pays est près de la frontière technologique, plus ces entreprises sont des entreprises en bleu et moins elles sont des entreprises en orange. Donc, plus un pays est proche de la frontière technologique mondiale, plus la concurrence devient très importante pour la croissance. D'accord? Or, ce qui s'est passé en Corée, c'est qu'en Corée, il n'y avait pas au début beaucoup de concurrence. Donc, ils ont commencé à faire du rattrapage. Ils ont fait du rattrapage vers le A bar. Hein. Et puis, pendant cette période de rattrapage, se sont développés des conglomérats. On appelle ça les chaebols en Corée. Et ces conglomérats, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est que non seulement ils ont découragé l'entrée de nouvelles entreprises, mais ils ont également fait pression sur le gouvernement coréen pour ne pas passer à des institutions qui favorisent l'innovation à la frontière. En particulier, pour ne pas mettre en place davantage de concurrence qui favoriserait l'innovation à la frontière. Vous voyez, pour passer du MUM au MUN, il faut changer les institutions. Pour favoriser l'innovation à la frontière, il faut plus de concurrence, plus de flexibilité sur le marché du travail, etc. Il faut un certain nombre de réformes structurelles. Eh bien, les conglomérats, ils ont essayé d'empêcher ces réformes structurelles, en particulier la concurrence dont ils ne voulaient pas. Vous voyez? Et donc, ce qui se passe, c'est que la trappe, c'est l'idée qu'il y a des pays qui commencent. Vous voyez, le Japon est un autre exemple. Là, voilà le PIB par tête. Vous voyez qui croît assez vite. Et puis maintenant, il y a un ralentissement de la croissance du PIB par tête au Japon. Parce que pareil, au Japon, pendant la période de rattrapage d'après-guerre, se sont développés des conglomérats, qui s'appellent des keiretsus au Japon. Et ces conglomérats, non seulement ils ont découragé l'entrée de nouvelles entreprises, mais ils ont fait pression sur le gouvernement japonais pour ne pas mettre en place des législations plus compétitives, plus concurrentielles, qui favoriseraient davantage, en fait, l'innovation à la frontière. Parce que eux, ils voulaient pas davantage de concurrence. Vous voyez? Et donc, c'est intéressant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la Corée, en fait, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que si je décompose la partie 90-2010 en deux morceaux, en fait, en Corée, fin des années 90, ils ont connu une crise financière. Et parce qu'ils ont connu une crise financière, ça a affaibli les chaebols. Et du coup, les chaebols ont été moins capables d'empêcher l'entrée et d'empêcher la concurrence. Et ça fait repartir pendant un certain temps la croissance de la productivité en Corée. Puis après, elle a rebaissé dès que les chaebols sont redevenus importants. Et c'est amusant de voir que la crise, pendant un certain temps, elle a affaibli les chaebols, elle a affaibli les conglomérats. Et du coup, ça a pu faire repartir la croissance. Vous voyez, donc, alors je reviens, donc, sur la trappe le middle income trap, hein, la trappe de développement, c'est que pendant la période de rattrapage, où la croissance repose surtout sur le MUM, se développent des conglomérats qui, ensuite, non seulement s'opposent à l'entrée de nouvelles entreprises, mais également au nécessaire passage à des réformes qui favorisent l'innovation à la frontière, en particulier à des réformes qui rendent l'économie plus concurrentielle. Et la crise peut des fois aider. Il y a peut-être d'autres forces qui peuvent aider. Par exemple, la comparaison avec d'autres pays ou la concurrence avec d'autres pays peut être une force qui permet de surmonter cette trappe de développement. Vous voyez? Donc, voilà encore une idée importante. Je parle maintenant de la relation entre innovation et inégalité. Donc, la stagnation séculaire, c'est le chapitre 6. Les trappes intermédiaires, c'est le chapitre 7 du livre. Et maintenant, je parle du chapitre 5. Eh bien, on voit qu'il y a eu des études, notamment par Piketty, Saez, Atkinson, qui ont montré que la part du revenu dans les pays développés gagnée par les 1% qui gagnent le plus, donc c'est la part des revenus qui va au 1% qui gagne le plus, eh bien, cette part, elle a augmenté beaucoup depuis les années 80. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai dans tous les pays développés. Il y a eu augmentation rapide de la part du revenu du top 1%.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs sources d'augmentation du top 1%. Une source, c'est l'innovation. Monsieur Skype est devenu riche parce qu'il a inventé Skype. Monsieur Steve Jobs est devenu riche parce qu'il a inventé Apple. Monsieur Bill Gates est devenu riche parce qu'il a inventé Microsoft. D'accord? Donc, on voit comment ces pays deviennent riches ces gens deviennent riches en innovant. D'accord? Et donc ça, c'est une source d'augmentation de l'inégalité en haut de la distribution des revenus. Quand tu innoves, tu as des chances d'arriver tout en haut, d'être le top 1% qui gagne le plus. Et d'ailleurs, on le voit ici, on voit que plus un État américain est innovant, plus la part du top 1% est grande. Et ça, c'est la courbe en continu. Mais maintenant, on peut regarder, on peut dire qu'il n'y a pas que la part du top 1% qui est importante, il y a des mesures plus globales d'inégalité comme le Gini. Je ne sais pas si vous avez étudié le Gini en classe, mais c'est une mesure globale d'écart à l'égalité parfaite. Eh bien, on voit que l'innovation n'a aucune incidence sur le Gini. Donc, les endroits où on innove plus, ils n'ont pas un Gini plus grand. Alors, ça serait curieux, vous allez dire, c'est curieux parce que l'innovation augmente l'inégalité en haut, mais ça n'a pas l'air d'augmenter le Gini. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'innovation, eh bien, elle a l'effet d'augmenter la mobilité sociale. La mobilité sociale, ça veut dire que le revenu des enfants dépend moins du revenu des parents. Moins il y a de corrélation entre le revenu des parents et le revenu des enfants, plus il y a de mobilité sociale. Eh bien, l'innovation favorise la mobilité sociale. Pourquoi? Parce qu'à cause de la destruction créatrice. C'est-à-dire que l'innovation, ben, ça veut dire qu'il y a des entrants qui remplacent des firmes en place. Eh bien, les entrants, eh bien, ça leur donne une mobilité sociale. Ils remplacent les anciens. Eh bien, c'est une force. L'innovation par les entrants est une force de mobilité sociale et on le montre dans des travaux récents et j'en parle dans le chapitre 5. Mais également, il y a une autre raison, c'est que les entreprises innovantes, eh bien, elles créent davantage de bons emplois. Qu'est-ce que c'est que des bons emplois? C'est des emplois qualifiants. C'est des emplois où on essaye de former les employés dans l'entreprise pour les rendre non seulement plus éduqués aux technologies de l'entreprise, mais également plus fiables et qui interagissent mieux avec les autres acteurs dans l'entreprise. Eh bien, les firmes innovantes investissent beaucoup plus dans ce qu'on appelle les soft skills, dans ces qualifications qui ne sont pas purement éducatives, d'interaction et de confiance et de reliability, vous voyez, que les entreprises non innovantes. Voilà. C'est très important dans une entreprise innovante d'avoir des gens non seulement qui ont un niveau éducatif plus grand, mais aussi d'avoir des gens qui interagissent mieux avec les autres et qui sont fiables. Voilà, c'est important d'augmenter la fiabilité des employés dans les entreprises innovantes. Donc l'innovation est une force de mobilité sociale à cause de la destruction créatrice et également parce que les entreprises innovantes, eh bien, elles offrent de meilleures perspectives de carrière à leurs travailleurs que les entreprises non innovantes. C'est pour ça qu'au total, l'innovation n'augmente pas l'inégalité globale, parce que d'un côté, elle augmente l'inégalité en haut, mais d'un autre côté, elle stimule la mobilité sociale. Et c'est pour ça qu'au total, l'innovation n'augmente pas l'inégalité globale. Donc l'innovation est une bonne source d'inégalité en haut de la distribution des revenus, parce que l'innovation, ça vous donne de la croissance, ça vous donne de la mobilité sociale, et ça n'augmente pas l'inégalité globale. Par contre, le lobbying, qu'est-ce que c'est que le lobbying? Le lobbying, c'est des entreprises en place qui dépensent de l'argent, qui investissent pour établir des connexions politiques, pour en fait faire pression pour qu'avec l'aide des politiciens, ils puissent empêcher l'entrée de nouvelles entreprises. Ça, c'est du lobbying. Et le lobbying est une source d'inégalité en haut, parce que ceux qui font beaucoup de lobbying, ils garantissent des rentes. Je parle beaucoup de M. Carlos Slim, qui est mexicain et qui est devenu très riche parce qu'il est à la tête d'un monopole non régulé dans les télécoms. Voilà. Alors, le lobbying, il a tout faux, parce que le lobbying est mauvais pour la croissance. Pourquoi? Parce que le lobbying, ça décourage les entreprises innovantes. Deuxièmement, le lobbying réduit la mobilité sociale, puisque ça décourage la destruction créatrice. Donc le lobbying, non seulement augmente la part des revenus du top 1%, mais il augmente aussi le Gini. Parce que comme il réduit la mobilité sociale et qu'il augmente la part des revenus du top 1%, le lobbying va augmenter les inégalités globales, et notamment le Gini. Donc, vous voyez, l'innovation et le lobbying sont des sources d'inégalité en haut, mais il y a la bonne source et la mauvaise. L'innovation est une bonne source d'inégalité en haut de la distribution des revenus. Le lobbying est une mauvaise source. Donc, il ne faut pas traiter les deux pareils. Par exemple, Piketty, avec tout le respect que j'ai pour lui, dans le monde de Piketty, il n'y a pas d'innovation.
Il n'y a pas d'innovateur, il n'y a pas de Steve Jobs. Il n'y a que des Carlos Slim. Et c'est là la divergence que nous avons. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention que, effectivement, même si la rente provient de l'innovation, elle peut être utilisée ex post pour empêcher de nouvelles innovations. Donc que vous ayez un Steve Jobs ou un Carlos Slim, ils vont vouloir utiliser leur rente pour empêcher de nouvelles innovations. Mais là, alors, c'est la politique fiscale, mais pas seulement. La politique de concurrence joue un rôle très important pour empêcher que les rentes, même si elles sont bonnes au départ, servent pour de mauvaises choses ex post, notamment pour empêcher l'entrée de nouvelles entreprises. Voilà, là, je viens de terminer la première partie. Maintenant, je passe aux idées reçues. Alors, dans le livre, on utilise l'approche schumpeterienne pour remettre en cause quelques idées reçues. La première idée, c'est que taxer les robots, ça protège l'emploi. Et il y a eu cette idée, notamment en 2017, Benoît Hamon, conseillé par certains, avançait cette idée-là. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est dans le chapitre 3 que je regarde ça avec mes amis. On regarde que les entreprises innovantes, les entreprises qui automatisent, je veux dire qui robotisent, elles créent des emplois. Alors, vous allez vous dire, c'est très curieux quand même. Comment elles peuvent créer des emplois si elles robotisent, puisque les robots, ça remplace les personnes. Donc, normalement, la substitution devrait être au détriment de l'emploi. Mais en fait, parce qu'en fait, il y a un effet de productivité. Quand vous automatisez, vous devenez plus productif. Comme vous devenez plus productif, eh bien, vous réduisez vos prix. Vous devenez plus compétitif. Vous voyez, vous produisez moins cher. Donc, vos prix baissent. Et comme vos prix baissent, eh bien, vous êtes capable d'augmenter vos parts de marché mondiales. Vous avez une plus grande demande pour vos produits. Et ça veut dire que, eh bien, vous employez davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui se passe, c'est que quand vous automatisez, vous devenez plus productif. Comme vous devenez plus productif, vous devenez plus compétitif. Vous pouvez baisser vos prix par rapport aux autres entreprises du même secteur mondialement. Donc, votre part de marché mondiale augmente. Donc, la demande pour votre produit augmente. Et donc, vous allez vouloir embaucher plus. Donc, taxer les robots, c'est contre-productif parce que ça va décourager des entreprises de devenir plus productives et du coup de pouvoir embaucher davantage. Alors, effectivement, vous prenez des emplois à ceux qui automatisent pas, eux s'en vont. Donc, ceux qui automatisent, ils augmentent l'emploi, mais ceux qui ne s'automatisent pas, ils réduisent l'emploi ou ils s'en vont. Alors, donc évidemment, il y a un problème, c'est que moi, j'automatise, je pique des emplois à d'autres. Mais dans les secteurs qui sont ouverts à la concurrence internationale, je pique les emplois à d'autres entreprises qui sont ailleurs. Tandis que si c'est des secteurs fermés, je pique des emplois à des entreprises du même pays que moi. Donc, voilà. Mais en tout cas, l'idée de taxer les robots, c'est pas une bonne idée, que c'est la bonne chose pour protéger l'emploi, parce que vous pouvez vous tirer une balle dans le pied en taxant les robots. Vous pouvez décourager des firmes de devenir plus productives et ce qui leur aurait permis en fait d'augmenter leur emploi. Voilà. Alors, une autre idée, c'est que l'impôt est le seul levier pour rendre la croissance plus inclusive, c'est-à-dire que plus égalitaire, plus juste. Alors, cet impôt est un levier important. Il faut lever l'impôt, il faut redistribuer, il faut investir dans l'éducation, dans la santé, etc. Mais ce n'est pas le seul levier. Nous avons vu que l'innovation elle-même crée de la mobilité sociale. Tiens, voilà la figure qui montre que les entreprises innovantes payent mieux et offrent de meilleures perspectives. Ça, c'est l'évolution du salaire des travailleurs avec l'âge. Vous voyez que les entreprises innovantes payent mieux que les pas innovantes à niveau de qualification égale et elles offrent de meilleures perspectives d'augmentation de salaire. Donc, vous voyez que l'innovation elle-même est un vecteur de mobilité sociale, mais il y en a un autre, c'est l'éducation. L'éducation, c'est très important. Eh bien, l'éducation, elle permet d'augmenter la croissance, mais elle la rend également plus inclusive. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Donc, l'impôt est un levier très important, mais il y a d'autres leviers. Un autre levier, c'est l'innovation, notamment parce que les firmes innovantes créent des bons emplois. Donc, les bons emplois, c'est un levier. Et puis, l'éducation est un levier très important. Les pays où il y a un meilleur système éducatif ont une croissance beaucoup plus juste que les pays où il n'y a pas un bon système éducatif accessible à tout le monde. D'accord? Alors, une autre idée, c'est que le protectionnisme est la seule façon de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur. Ce n'est pas vrai. Là, par exemple, je regarde dans les produits anti-Covid, c'est ce que j'appelais les produits avant les vaccins. Donc, c'est respirateurs, masques et tests. Et la courbe en noir, c'est l'Allemagne, la courbe en gris, c'est la France. Les triangles, c'est les exports. Les ronds, c'est les imports. Vous voyez que l'Allemagne était un tout petit peu meilleure que nous au début en 2002, mais maintenant, l'Allemagne est bien meilleure que nous et elle a un surplus commercial de 20 milliards d'euros
dans les masques, respirateurs et tests, nous n'avons aucun surplus. Et l'Allemagne est arrivée à ça, pas du tout en faisant des guerres commerciales, mais en innovant et en investissant, en ayant une politique industrielle. C'est comme ça qu'ils ont fait les Allemands. Et c'est la meilleure manière, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte en France qu'on a désindustrialisé, mais ça veut dire surtout parce qu'on a peu innové. Vous voyez, à part le nucléaire et l'aéronautique, dans tous les domaines, on a perdu du terrain en matière d'innovation. Et c'est ça qui a préfiguré le fait qu'on a perdu du terrain en matière de part de marché mondiale. Et donc, en fait, la meilleure manière de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur, c'est que la France redevienne innovante, qu'elle réindustrialise par l'innovation. Voyez. Et d'ailleurs, parce que les guerres commerciales, c'est jamais bon. Une guerre commerciale, ça veut dire que je mets des gros tarifs aux frontières de la France. Mais qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Eh bien, les pays destinataires de mes exportations vont, les autres pays vont se venger. Ils vont dire, ah bah, tu mets des barrières pour mes produits, je mets des barrières pour les tiens. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que les rentes d'innovation potentielles, eh bien, pour les innovations françaises vont baisser, puisque un innovateur, une entreprise française qui innove va dire maintenant, je peux plus vendre en Chine, je peux plus vendre là, je peux plus vendre là. Donc, il sait d'avance que les rentes potentielles d'innovation qu'il peut avoir vont baisser. Et donc, ça va décourager son innovation. Et donc, ça va nous faire perdre la maîtrise de nos chaînes de valeur. Vous voyez, une politique protectionniste, c'est se tirer une balle dans le pied, parce qu'en ayant une politique protectionniste, eh bien, on s'attire des réponses des pays étrangers qui disent, bah, vous voulez pas de nos produits, bah, vous aurez, nos marchés vous sont fermés. Et à partir du moment où d'autres pays vont nous fermer leurs marchés, eh bien, ça réduit les rentes potentielles d'innovation pour les firmes françaises. Et donc, ça réduit l'incitation des firmes françaises à innover. Et donc, ça réduit l'influence de la France sur le marché mondial. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour détruire l'idée sur le protectionnisme. Alors maintenant, je passe à la décroissance. L'idée sur la décroissance, que la décroissance serait la seule solution face au réchauffement climatique. Alors, je sais que on m'a essayé il y a eu les sujets du bac, les sujets SES. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans le journal Le Monde. Et on a dit comment, d'abord, c'est pas moi qui ai posé le sujet d'examen, comment on parle d'innovation verte et pas de décroissance. Donc, moi, ça ne me gênait pas du tout qu'on pose mettre le mot décroissance dans un sujet d'examen. Je n'ai aucun problème de débattre. Je ne pratique pas du tout la censure. C'est pas mon truc. Au contraire, j'aime le débat. Donc, est-ce que la décroissance est la seule solution face au réchauffement climatique? Alors, effectivement, historiquement, la température mondiale s'est mise à augmenter au moment du décollage industriel. C'est vrai, ça. Donc, ils ont raison, les partisans de la décroissance, de ce point de vue-là. Vous voyez? Regardez, décollage de la température. Et si on n'avait pas fait le décollage industriel, la température serait constante. Elle serait comme avant 1820. Donc, de ce point de vue-là, ceux qui prônent la décroissance, historiquement, ont raison. On ne peut pas dire qu'ils ont tort. Mais qu'est-ce qu'ils prônent? Ils prônent le retour à avant 1820, c'est ça? Mais on a eu, notre qualité de vie s'est extraordinairement améliorée, parce que la croissance, c'est pas juste la croissance du PIB, c'est pas une croissance quantitative, c'est une croissance qualitative. On vit plus longtemps, on a découvert la pénicilline, on a découvert les vaccins, on a une espérance de vie beaucoup plus importante qu'avant, on a découvert l'hygiène, on a des standards de vie, bien, on souffre moins, on vit plus longtemps, on a une vie plus agréable. Le plus pauvre des Français vit mieux que Louis XIV. Et il n'a pas les douleurs et les saignées et les ventouses qu'on mettait là, comment on appelait ça, des ventouses? Je ne sais plus comment étaient les trucs là pour les. C'est pas des ventouses, comment on appelait ça, Rachel? Ça s'appelait comment là, les trucs horribles? Cataplasme. Ah, les cataplasmes, c'était horrible. On fait plus ça, voilà. Donc on vit beaucoup mieux qu'avant. Donc il n'est pas question de revenir à avant. Et puis on a eu une expérience naturelle de décroissance. Ça a été le premier confinement. Quand on n'avait pas le vaccin, donc arrive la pandémie, il fallait faire le confinement. Mais entre mars et mai-juin 2020, le PIB le PIB français baisse de 35% et les émissions de CO2 baissent de 8%. Si on voulait uniquement combattre le réchauffement par la décroissance, ça veut dire qu'il faut nous mettre en permanence en régime de premier confinement. Mais vous vous souvenez, les dommages terribles dans les familles, les maris qui se mettent à battre leurs femmes et leurs enfants, la jeunesse complètement déprimée. Enfin, il y a eu des dommages terribles.
Donc, vous vous rendez compte d'aller… Et puis alors, dans les pays en développement, la famine a augmenté. Ça a été dramatique. Donc, ce n'est pas une option, la décroissance. Donc, l'autre option, c'est l'innovation verte, c'est-à-dire de dire, je vais changer, je vais découvrir des sources d'énergie plus propres, je vais aussi découvrir des moyens de produire en économisant de l'énergie, je vais trouver des moyens de me déplacer qui économisent sur les énergies fossiles, des moyens, je vais rénover les logements, etc., et les modes de vie. C'est l'innovation au sens large. Alors, on regarde ça dans le chapitre 9 du livre, et on montre que, vous voyez d'ailleurs, c'est que l'innovation verte, elle est là, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est dans l'automobile, les brevets verts sont là, voitures électriques, et les brevets polluants sont là. Mais en fait, cette courbe, elle rattrape cette courbe. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que si on va jusqu'à 2020, cette courbe rattrape cette courbe. C'est une bonne nouvelle quand même, hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. La nouvelle moins bonne, c'est que les entreprises qui ont innové dans les technologies polluantes dans le passé continuent d'innover dans les technologies polluantes dans le futur, parce qu'elles continuent de faire ce qu'elles savent bien faire. Et ça, on le montre dans des études, et on en parle dans le chapitre 9. C'est un phénomène de dépendance au sentier. Et ça veut dire que, d'abord, la destruction créatrice, c'est une bonne chose pour l'environnement, parce que une entreprise nouvelle, elle n'a pas le problème de mauvaises habitudes. Elle arrive, elle n'a pas eu le temps de prendre de mauvaises habitudes. Donc déjà, la destruction créatrice, ça vous aide à faire de l'innovation verte. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a le rôle de l'État et de la société civile pour rediriger l'innovation vers les technologies vertes. Et là, eh bien, la taxe carbone, mais intelligemment faite, pas comme il y a 3 ans, la politique industrielle verte, le nucléaire, très important, la transition énergétique, c'est-à-dire on doit gérer le nucléaire, mais trouver de nouvelles sources plus satisfaisantes. Comment on gère ça? Eh bien, tout ça fait partie du rôle que l'État peut jouer pour accélérer la transition énergétique. Mais il y a le rôle aussi de la société civile. Les consommateurs peuvent jouer un rôle. S'ils sont éduqués et conscients du problème climatique, eh bien, les consommateurs peuvent jouer un rôle très important pour encourager, les entreprises à innover davantage vers les technologies vertes. Et donc, on a le triangle entreprise, État, société civile, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est clé pour l'innovation verte, pour arriver à 2050 à neutralité carbone. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'espoir, c'est qu'il y a l'innovation verte qui est dans plein de choses. Et c'est maintenant, pour la mobiliser, il faut l'État et il faut la société civile également. Alors maintenant, j'arrive à la dernière partie. Repenser le capitalisme. Alors, repenser le capitalisme, le Covid a été un révélateur. Il a montré un modèle social déficient aux États-Unis, mais il a montré un écosystème d'innovation en Europe qui n'est pas suffisant. Alors, aux États-Unis, d'abord, il faut que vous sachiez que les États-Unis, c'est un pays plus inégalitaire que les pays européens que nous connaissons. Le Gini, je vous ai dit, c'était une mesure globale d'inégalité. Et vous voyez que le Gini est plus important aux États-Unis qu'il ne l'est en Allemagne, en France et dans les pays scandinaves. Et le taux de pauvreté est plus grand aux États-Unis qu'il ne l'est en Allemagne, en France, dans les pays scandinaves. D'accord? Ensuite, il y a eu le Covid lui-même. Et alors, le Covid, les courbes en gris, c'est les États-Unis, les courbes en noir, c'est l'Allemagne, les triangles, c'est la fraction des citoyens sans emploi, et les courbes avec les ronds, c'est la fraction de la population sans couverture de santé. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que le chômage a beaucoup augmenté au moment du Covid. Et aux États-Unis, le problème, c'est que quand on perd son emploi, on a une chance de perdre l'assurance santé. Et vous voyez qu'à un moment où on avait besoin de donner à tout le monde l'assurance santé, une fraction de la population américaine a perdu l'assurance santé. Alors que, vous voyez, cette fraction des Américains sans assurance santé avait baissé avec l'Obamacare. Vous voyez comme c'est beau l'Obamacare? On le voit là. Ça remonte au moment où il ne fallait pas que ça remonte. En Allemagne, et la France, ça serait pareil, tout le monde a l'assurance santé. La proportion des citoyens sans assurance santé en Allemagne est 0, 0, 0 tout le temps. Et je montre l'Allemagne, mais j'aurais pu montrer la France. C'est pareil. Vous voyez, les États-Unis et France, c'est pareil. La France, elle est là. Tout le monde a l'assurance santé. Vous voyez, regardez. D'accord? Je peux montrer de la même manière la proportion des gens qui sont en pauvreté. Quand tu deviens chômeur, aux États-Unis, tu tombes en pauvreté. Et le taux de pauvreté augmente au moment du Covid. Il ne change pas en Allemagne avec le Covid et il ne change pas non plus en France. Il est constant. Donc vous voyez que l'Allemagne, les États-Unis n'ont pas un bon modèle. Ils ne savent pas protéger contre quelque chose comme le Covid. Mais également, les États-Unis ne savent pas protéger contre les conséquences d'une perte d'emploi. Par exemple, je vous ai montré que quand tu perds ton emploi, tu perds ton assurance santé
et tu perds, et tu tombes en pauvreté. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu un phénomène que Angus Deaton et Anne Case ont mis en évidence, qui est le modèle, qui est le phénomène de mort de désespoir. Il y a beaucoup de gens, notamment entre 50 et 54 ans, non qualifiés aux États-Unis. Eh bien, le taux de mortalité de ces gens-là a beaucoup augmenté depuis les années 2000 parce que la destruction créatrice les soumet à un stress horrible. Ils ont peur de perdre leur emploi parce qu'ils savent que s'ils perdent leur emploi, ils peuvent perdre leur assurance santé, ils peuvent devenir pauvres, la famille se disloque, c'est l'horreur. Et du coup, ils prennent plein de somnifères, d'opioïdes, ils se mettent à bouffer des pizzas tout le temps, ils deviennent gros comme ça, et ils meurent. Voilà. Tandis qu'au Danemark, Alexandra Roulet a montré qu'au Danemark, quand tu perds ton emploi, il n'y a aucune incidence sur la santé. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'au Danemark, ils ont la flexi-sécurité. Quand tu perds ton emploi au Danemark, pendant 3 ans, tu as 90% de ton salaire, et puis l'État t'aide à trouver un nouvel emploi et t'aide à te reformer. Et bien, au Danemark, il n'y a aucune incidence négative sur l'emploi, sur la santé de perdre son emploi. On voit qu'il n'y a aucune incidence sur la consommation d'antidépresseurs et de somnifères. Il n'y a aucune incidence sur la probabilité d'avoir un problème cardiovasculaire et il n'y a aucune incidence sur la mortalité au Danemark du fait de faire un emploi. Donc, ils ont trouvé quelque chose de formidable. Donc, vous voyez, sur le plan social, les Américains ont un mauvais modèle qui ne protège pas ni contre la perte d'un emploi, ni contre quelque chose comme le Covid ou comme les grandes crises, etc. Vous voyez, ils ne protègent pas les plus faibles. Voilà. Tandis que l'Europe protège mieux. En tout cas, la France, l'Allemagne, les pays scandinaves protègent mieux. L'Italie, voilà. D'accord? Ça, c'est le mauvais côté des Américains. Le bon côté des Américains, c'est qu'ils sont plus innovants. Vous voyez là, je regarde par exemple, regardez la dernière colonne, c'est le nombre de brevets biotech par million d'habitants. Eh bien, les États-Unis sont très au-dessus de la moyenne européenne ou de la moyenne OCDE, etc. Et si je regardais les brevets les plus cités, ou les brevets triadiques, qui sont les bons brevets, qui sont homologués à l'Office américain des brevets, l'Office japonais des brevets, l'Office européen des brevets, tout à la fois, eh bien, alors là, la domination américaine est encore plus écrasante. Donc, ils sont très bons en innovation. Pourquoi? Et ça, on explique ça dans le chapitre 12 du livre. Alors, les morts de désespoir et la flexisécurité, je parle de ça dans le chapitre 11 du livre avec mes co-auteurs. L'écosystème d'innovation, c'est le chapitre 12. Les Américains, ils ont une recherche fondamentale, l'université beaucoup mieux financée. Les universités ont beaucoup de moyens. Ils ont des très bonnes agences qui financent la recherche fondamentale. Ils ont du capital risque pour permettre aux entreprises de naître, pour faire des start-up, hein, et ils ont des investisseurs institutionnels qui encouragent l'innovation dans des entreprises plus grosses. Donc, ils ont en fait tout un écosystème d'innovation. Et puis, ils ont la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, créée pendant la guerre froide. Il s'agissait de faire la course avec l'Union soviétique. Il fallait mettre un homme dans l'espace quand les soviétiques mettaient un homme dans l'espace. Donc, la recherche de base était faite dans le domaine de la défense et de l'espace. Mais il fallait en 1 an ou 2 ans, eh bien, concrétiser cette recherche fondamentale dans des découvertes appliquées qui permettent de gagner la course contre l'Union soviétique. Et c'est là qu'ils créent cette DARPA. C'est très intelligent de manière de faire de la politique industrielle. L'argent vient d'en haut. Il y a des chefs d'équipe. Et les chefs d'équipe suscitent plein de laboratoires concurrents pour amener cette innovation et coordonner ces moyens. Et c'est un mélange de haut en bas et de bas en haut. L'argent vient des ministères. Le ministère donne les chefs d'équipe. Et après, tout le reste, c'est de bas en haut. C'est en fait, il y a eu, après la DARPA, il y a eu la BARDA. La BARDA, c'est la Biomedical Advanced Research and Development Authority. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à la BARDA. C'est la BARDA, hein, Pfizer, Moderna, Johnson, tout ça, ont bénéficié de la BARDA. Parce que la BARDA, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la même chose. Il y avait une technologie qui s'appelait l'ARN messager et il fallait, en 1 an, transformer cette technologie en production de masse de vaccins. La BARDA fait exactement comme la DARPA. Elle nomme des chefs d'équipe et les chefs d'équipe suscitent plein de laboratoires concurrents et ils ont mis en place toute une logistique de production prête à fonctionner immédiatement dès qu'un vaccin serait trouvé. Et ils ont dépensé 12 milliards de dollars l'année dernière dans la découverte d'un vaccin, quand l'Europe, qui n'avait pas de BARDA, n'a dépensé que 4 milliards. Donc vous voyez que d'un côté, les Américains sont beaucoup plus innovants que nous. Mais nous, on est beaucoup mieux comme système social, plus inclusif et plus protecteur. Donc on voudrait un capitalisme qui combine les bons côtés du modèle américain, plus innovant, et les bons côtés du modèle européen, plus protecteur et inclusif. Il y a des gens qui pensent que si on devient plus innovant, forcément, c'est au détriment d'être protecteur et inclusif.
et que si on décide d'être protecteur et inclusif, c'est forcément au détriment des plus innovants. Je ne suis pas d'accord. Quand les Danois ont inventé la flexi-sécurité dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça les a rendus plus protecteurs, mais en même temps plus innovants parce que ça a fait marcher la destruction créatrice beaucoup mieux au Danemark. Les entreprises pouvaient beaucoup plus facilement embaucher et licencier parce qu'il y avait ce système de flexi-sécurité. Haute politique, la concurrence. Je vous ai parlé de la concurrence tout à l'heure. Je vous ai parlé de la concurrence. Je vous ai dit que le gros problème qui expliquait la stagnation séculaire aux États-Unis, c'était l'absence de concurrence. Eh bien, si vous redonnez souffle à la concurrence aux États-Unis, ça va d'abord doper la croissance, puisqu'il y aura beaucoup d'entreprises innovantes qui vont pouvoir entrer. Mais en même temps, je sais, je vous ai dit, quand j'ai étudié la mobilité sociale, que l'innovation par les nouveaux entrants est une source de mobilité sociale. C'est pour ça que vous avez de la mobilité sociale. Vous voyez, c'est l'entrée de nouvelles entreprises innovantes qui est source de mobilité sociale. Donc, si vous avez une politique de concurrence, eh bien, ça vous fait une économie plus innovante, mais également plus inclusive. Et en ça vient l'éducation. Eh bien, il y a beaucoup de gens dans nos pays qui sont ce qu'on appelle des Einstein perdus, des enfants très intelligents, mais qui sont nés de familles qui ne sont pas capables de leur donner le savoir et les aspirations à être inventeurs. Eh bien, dans un pays comme la Finlande, où maintenant l'éducation est gratuite et de très bonne qualité et accessible à tout le monde, eh bien, l'influence des parents est beaucoup moins importante et beaucoup plus de gens peuvent devenir innovateurs. Et donc, en ayant un système éducatif à la fois de très bonne qualité et accessible à tout le monde, eh bien, on fait une économie plus innovante parce que beaucoup plus d'enfants peuvent devenir des innovateurs et en même temps une économie beaucoup plus juste et inclusive. Donc, vous voyez que il n'y a pas un arbitrage entre d'un côté être plus innovant et de l'autre côté être plus inclusif. On peut faire des réformes, flexi-sécurité, concurrence, éducation, qui vous rendent à la fois plus innovant et plus inclusif. Et je veux terminer en mentionnant le triangle dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez, eh bien, Schumpeter était pessimiste parce qu'il pensait que les premiers innovateurs deviendraient des gros conglomérats qui bloqueraient les nouvelles innovations. Alors évidemment, l'État peut faire quelque chose avec la politique de concurrence. Seulement, le problème, c'est que l'État peut être acheté par les entreprises. On a vu ça quand on a parlé de la trappe de développement. La Corée, les conglomérats coréens qui empêchent le gouvernement coréen d'accroître la concurrence, ou les conglomérats japonais qui font barrage au passage vers davantage de concurrence. Donc, c'est là que la société civile est importante pour s'assurer que l'État va jouer son rôle. Donc, vous voyez, l'État doit être là pour réguler les entreprises et imposer la concurrence, mais il ne le fera pas forcément tout seul, et la société civile est là pour garantir que l'État va le faire. D'où le caractère central du triangle. La réponse au pessimisme de Schumpeter, c'est le triangle entreprise-marché d'un côté, l'État et la société civile. C'est ce triangle-là qui est la réponse au pessimisme de Schumpeter. D'accord ? Voilà, je termine là. Et maintenant, on peut peut-être commencer à parler. Merci beaucoup. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, professeur. Bonjour, Anissa. Professeur de SVT au lycée français du Caire. Du coup, votre avis sur la place des chercheurs, la place des chercheurs dans le pouvoir public. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce qu'ils ont quand même des connaissances, ils ont quand même des avis, et on ne les écoute pas. Pourquoi ? C'est une question très intéressante et je vais vous dire, il y a plein de raisons, mais moi, une des raisons, donc je ne vais jamais faire le tour d'une question comme ça parce qu'elle est trop importante, mais par exemple, en France, il y a un des gros problèmes, c'est que les politiciens n'ont pas été à l'université. Ils ont été à l'ENA ou à l'école polytechnique. Je n'ai rien contre, je suis ravi de ma... Voilà, j'aime bien Madame Borne et aucun problème, mais ils n'ont jamais été dans une université, quoi. Donc ils savent pas ce que c'est, quoi. Donc après, la recherche se fait d'abord à l'université. Donc l'université française est restée pauvre. Et il y en a un qui a changé ça, et j'ai jamais voté pour lui, c'était Sarkozy. Et j'ai jamais voté pour lui. Moi, j'étais avec Ségolène à l'époque, et après j'étais pour Hollande. Donc jamais voté pour Sarkozy, jamais fait campagne pour lui, mais je dois lui reconnaître que lui, il est un des rares qui a reconnu la gravité du problème et qui a essayé de faire quelque chose pour l'université. Parce que lui venait de l'université. Il avait été à Nanterre, lui. Et il avait vu la misère qu'il y avait dans l'université. Et il avait compris que l'université, c'était important. Mais le problème que nous avons, c'est que nos dirigeants, la plupart n'ont jamais été à l'université. Ils ont été dans les grandes écoles et ils n'ont jamais compris. Et or, la recherche, c'est d'abord à l'université. Donc, voilà un des gros problèmes que nous avons en France.
Par exemple, un autre problème, c'est que par exemple, le gouverneur de la Banque centrale aux États-Unis est toujours un universitaire. Pareil en Angleterre. En France, non, c'est un inspecteur des finances. Je vous remercie. Vous voyez, oui, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'université. Effectivement. C'est des gens très intelligents, mais voilà. Et le seul qui avait été un peu différent, qui a été ministre des Finances, ça a été Strauss-Kahn. Lui avait été un universitaire. C'est le seul. Je vous remercie. Maintenant, j'aurais juste une petite question. Donc, pardonnez la naïveté de ma question, mais vous pointez du doigt les abus de position dominante et la corruption des institutions représentatives en démocratie comme étant à l'origine de cette stagnation séculaire. Oui. Bon, vous rejoignez en fait Deaton, mais j'aimerais savoir si, selon vous également, la financiarisation de l'économie ne serait-elle pas, elle aussi, une des causes de cette stagnation séculaire? C'est-à-dire quoi? Trop de gens vont dans la finance et pas assez dans l'industrie, c'est ça que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par financiarisation? La part croissante du PIB qui est allouée à la sphère financière et l'économie. Oui, alors là, vous avez raison, c'est intéressant, mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez besoin de finances, parce que sans finance, vous n'avez pas d'innovation. Vous voyez, là, on a besoin de financer l'innovation. Quand je vous ai parlé de l'écosystème d'innovation, je vous ai dit le capital risque, c'est important, les investissements institutionnels, c'est important, les mécènes, c'est important. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où trop de gens vont dans la finance et pas assez dans l'innovation réelle, quoi. Et c'est vrai que ça peut être un problème. Il peut y avoir eu que trop de gens sont allés. C'est une hypothèse intéressante. Il y a eu des gens qui ont essayé de voir si, par exemple, la baisse des taux d'intérêt aussi a eu un effet. Donc, un autre aspect financier, que la baisse des taux d'intérêt, pour différentes raisons, aurait conduit à un phénomène de firmes zombies ou d'autres phénomènes qui auraient aussi nuit à la croissance et à l'innovation. Donc, il y a eu des gens qui ont exploré Donc, je pense que c'est certainement un canal à regarder. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit que quand même, il y a eu augmentation des rentes, pas tellement parce que les rentes ont augmenté au sein des entreprises, mais parce que les firmes à grosse rente sont devenues hégémoniques. Et on voit que c'est surtout, vous voyez, vous avez vu l'entrée de nouvelles entreprises baisse surtout dans les secteurs IT. Si c'était vraiment la financiarisation, ça serait dans tous les secteurs. Donc ça peut être que ça joue un rôle, mais je pense que quand même le gros du truc, c'est les firmes superstars, vous voyez, qui ont joué un rôle alors elles ont été favorisées par la finance probablement. Mais à mon avis, ça joue un rôle crucial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi un rôle pour des facteurs financiers. Et je ne sais pas si c'est l'effet dominant. Si c'est la cause dominante, je veux dire. Si c'est le facteur dominant, c'est ça que je voulais dire. Merci infiniment, monsieur le professeur. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour cette conférence infiniment. C'était très intéressant. J'avais juste deux questions à vous poser très rapidement. Premièrement, vous avez évoqué la pression des lobbying avec l'exemple des conglomérats coréens. Oui. Mais peut-on également citer que Pfizer aujourd'hui, pour avoir réussi à imposer un vaccin avant la fin des phases 3 et 4? Non, mais il y a du bon et du mauvais lobbying. Tout le lobbying n'est pas forcément mauvais. Peut-être que c'était utile. Il peut y avoir un lobbying utile, je ne sais pas, dans le cas de Pfizer. Peut-être qu'il a eu mais c'est un lobbying qui a quand même conduit qui va de pair avec l'innovation quand même au moment où il l'a fait. Mais je ne sais pas trop ce qui est. Donc, est-ce qu'ils ont fait... Moi, je parle beaucoup de lobbying qui font que les entreprises qui sont déjà en place investissent surtout dans le lobbying plus qu'ils n'investissent dans le... Et ça, je le montre dans le livre. On montre notamment sur l'exemple de l'Italie, mais c'est vrai partout, que les entreprises petites sont très innovantes et quand elles deviennent très grosses, elles innovent moins et elles investissent beaucoup plus en lobbying. Ça, c'est une caractéristique, si vous voulez. Donc maintenant que Pfizer n'ait pas fait du lobbying, certainement, il faut voir quel type de lobbying elle a fait. Mais vous voyez, c'était surtout ça la question que moi je veux dire. Le souci, c'est qu'à un moment donné, le lobbying prend le pas sur l'activité d'innovation et empêche l'entrée de nouvelles firmes. Et si vous me permettez aussi, je voudrais vous poser une deuxième question. Oui. Un peu différente. Le quoi qu'il en coûte, M. Macron aujourd'hui pour financer des aides liées au Covid, n'a-t-elle pas condamné la France à la dette perpétuelle? Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup endetté, on était déjà assez endetté, on s'est beaucoup endetté.
Et le problème, c'est qu'on a une grosse dette et pourtant on va devoir investir dans l'éducation parce qu'on doit réformer l'école, enfin l'école surtout en primaire, secondaire. On doit investir dans la transition énergétique et dans la réindustrialisation. Donc on a des gros investissements à faire et en plus on doit soutenir le pouvoir d'achat en période d'inflation. Et on a cette dette. Comment on peut faire? Et je pense que le moyen de faire ça, c'est la réforme des retraites et de l'État. C'est la méthode Draghi. C'est-à-dire que Draghi, il a dit, moi, Italie, je suis déjà endetté, mais je vais encore emprunter davantage, mais je vais poursuivre la réforme de l'État en même temps. Donc je vais réduire les dépenses récurrentes, notamment celles qui proviennent de dépenses inutiles de l'État. Il y a des dépenses utiles et des dépenses inutiles, mais je vais investir davantage dans la croissance et dans l'environnement. Et je pense que c'est de ça qui doit être l'approche. D'où le caractère crucial de la réforme des retraites que Macron va devoir faire passer d'ici Noël, quoi. Parce que ça va lui donner la crédibilité nécessaire pour investir dans l'éducation, la transition énergétique, etc. Donc il doit faire cette réforme des retraites, absolument. Donc la dette n'est pas en soi un problème, elle n'est pas un problème si tu peux garantir un taux de croissance élevé. Parce que plus le différentiel entre le taux de croissance et le taux d'intérêt est important, plus tu es à même de rembourser ta dette. Donc tout dépend de l'utilisation des fonds publics. Et c'est pour ça qu'il faut regarder pas le total de la dépense publique, mais la composition de la dépense publique et la gouvernance de la dépense publique. Si je peux dire je dépense efficacement dans l'école, efficacement dans la politique industrielle et l'innovation, efficacement dans l'environnement, eh bien, à ce moment-là, c'est acceptable pour les marchés internationaux. Mais je vais en même temps réduire, allonger la durée de cotisation des retraites pour réduire les dépenses récurrentes de l'État, pour davantage dépenser sur des investissements de croissance et d'environnement. Et la croissance, ça inclut l'éducation, évidemment. Je vous prie également, j'ai juste pu déduire une sous-question de votre réponse. Donc, mis à part la retraite en France, quelles sont les dépenses inutiles qu'on peut s'en parler? Eh bien, les dépenses de retraite, enfin inutiles, c'est-à-dire qui ne sont pas indispensables. Il faut réduire le déficit du système des retraites et travailler davantage. Je pense que ça fera des rentrées plus grandes dans les... Et puis, de travailler plus longtemps, ça va augmenter le taux d'emploi. Donc, ça va déjà être une source de revenus supplémentaires. Donc, c'est pour ça que l'allongement de cotisation des retraites, c'est pas juste parce que le système des retraites est en déficit, c'est parce qu'aussi ça augmente le taux d'emploi, le taux d'activité. Et donc, ça augmente les rentrées fiscales de l'État, quoi. Et donc, ça aide à traiter le problème. Et ça donne une crédibilité à la France pour faire d'autres dépenses qui, elles, sont productives. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hein. On aurait une autre question de Jules Thomas, si vous avez encore un peu de temps, monsieur le professeur. Oui, absolument. Quelles seraient les mesures au niveau étatique pour empêcher les entreprises zombies, les entreprises dites too big to fail? Je pense que les mesures étatiques, c'est de gérer les faillites intelligemment. C'est-à-dire que il faut pas empêcher les faillites peuvent conduire à la liquidation de l'entreprise ou à la réorganisation de l'entreprise. Donc d'abord, il faut s'assurer que quand les entreprises sont viables à long terme, elles peuvent continuer, quoi. Mais en même temps que si elles sont pas viables, elles ne continuent pas. Mais il faut savoir recycler les employés, donc les reformer, donc la flexi-sécurité, et les employeurs également, parce qu'il y a des employeurs très capables qui doivent pouvoir se reformer et rebondir. Donc il faut avoir un système qui permet aux employeurs et aux employés de rebondir de façon qu'on dédramatise le phénomène de faillite, quoi. Je vous remercie. Et l'État peut accompagner, parce que l'État peut dire, voilà, dans un cas, parce que l'État est toujours co-investisseur avec des privés. Donc il peut dire, dans un cas, là c'est clair qu'il faut liquider, et moi je ne donne plus mon concours si cette entreprise doit être liquidée. Mais en même temps, je me soucie des personnes, vous voyez. Si je me permets de réenchaîner pour creuser un petit peu la question, mais du coup, comment on fait à partir du moment où les grosses entreprises finissent par fusionner en fait avec l'État? Aujourd'hui, quand on entend le discours de la France sur les grandes entreprises françaises, c'est le fleuron de la République, c'est l'État en fait. Est-ce qu'il y a une séparation réelle entre Dassault et l'État français, bien qu'officiellement une partie de la société soit privée? Oui, alors il y a des sociétés, oui, alors l'État investit dans des sociétés, mais elles sont quand même privées, quoi. Alors il y a d'autres trucs où l'État a des participations. Je ne sais pas dans Dassault si l'État... Alors il y a dans certaines l'État a une participation, dans l'autre il n'a pas, il faut regarder. Mais moi je suis pour que l'État prenne des participations quand il y a vraiment des gros problèmes, qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour en période de grosse crise
si on pense que l'entreprise est viable. Vous voyez, comme par exemple Obama, avec General Motors, il avait beaucoup investi au moment de la crise de 2008, quoi. Parce qu'il y avait du capital humain accumulé, il ne fallait pas perdre ce capital humain. Donc moi je vois plutôt les prises de participation de l'État comme des fois, dans certains cas, des mesures cycliques à prendre, vous voyez, pour empêcher qu'une entreprise qui est viable par ailleurs disparaisse avec tout le capital humain accumulé. Mais voilà, je ne suis pas a priori pour que l'État soit partout, sauf dans des trucs stratégiques, évidemment, les trains, vous voyez, l'Angleterre maintenant revient beaucoup sur la privatisation de leur système ferroviaire, par exemple. Je pense que pour les grands services publics, c'est bien que l'État soit là quand même. Je vous remercie. Merci. On aurait une seconde question de M. Derieux du lycée français du Caire. Oui. Bonsoir, monsieur le professeur, c'est encore moi. Alors, c'est une question assez rapide. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait aussi, bon, vous parlez des dépenses inutiles de l'État, je pensais à des placements inutiles dans la sphère financière, c'est-à-dire des capacités de financement qui ne sont pas réinjectées dans l'économie réelle à court et à moyen terme. Ne faudrait-il pas peut-être songer à capter une partie de cette rente qui devient du coup inutile, car non utilisée à des fins productives, de telle manière à ne pas augmenter outre mesure l'âge de la retraite au moment où le chômage est augmente et l'espérance de vie en bonne santé recule. Mais alors les rentes de qui? Ce serait quoi l'idée? On pourrait penser aux GAFAM, par exemple, ou à toute autre entreprise. Ah, sur la taxation des GAFAM. Ah oui, d'accord. Oui, alors moi, je pense qu'il y a eu des rentes, en tout cas pendant la Covid, qui étaient des rentes excessives. Et je pense que il faudrait prévoir quelque chose. Mais il faut le faire d'une manière qui ne décourage pas l'investissement. Vous voyez, je disais tout à l'heure, l'innovation, c'est important. Il faut être sûr qu'on ne se tire pas dans le pied, quoi. Si on taxe trop, on décourage l'innovation. Ça, c'est clair, il y a eu beaucoup d'études qui le montrent. Donc, il faut trouver une manière de taxer les profits excessifs ou les trucs excessifs sans décourager l'innovation ou le départ des gens, quoi. Et ça, c'est toute la difficulté là, c'est que si on commence, on ne sait pas où on s'arrête, vous voyez. Et que souvent, les très riches arrivent à échapper, et c'est les classes moyennes qui prennent, vous voyez. Il faut faire très très gaffe, quoi. Donc, il y a déjà, je pense que la taxation minimale des multinationales à 15%, c'est très bien. Moi, j'aurais pu la mettre à 21%. Ça, je trouve que c'était très bien. Il y a peut-être des profits excessifs, spéculatifs, qu'on pourrait mieux taxer, d'accord? Des profits de spéculation excessive. Mais il faut faire ça très prudemment pour ne pas décourager l'innovation par ailleurs. Vous voyez, donc ça, c'est là qu'il faut y aller très, très avec des pincettes, quoi. Parce que la France est déjà un pays qui impose beaucoup. C'est un des pays où on est le plus taxé, hein. Donc, il faut faire attention. Parce que trop d'impôts, plus tu as l'impôt. Il y a la courbe de l'affaire, n'oubliez pas. Donc, il faut taxer, mais il faut le faire d'une manière, voilà, qui soit intelligente, quoi. Donc, cher professeur Aguian, vous avez remporté beaucoup de prix, beaucoup de récompenses. Par exemple, vous venez de recevoir 2 prix donc, cette année en 2022. Donc, prix Jean-Jacques Lafont de l'École d'économie de Toulouse, prix Erasmus. Vous avez reçu aussi en 2021, l'année dernière, 2 prix, titre de docteur honorifique donc, de l'Université de Liège et en même temps aussi de l'Université de Québec à Montréal. Vous avez reçu aussi d'autres titres honorifiques de docteur à l'Université nationale de Tucumán en Argentine et aussi bien avant à l'École d'économie de Stockholm. Vous avez été élu meilleur économiste européen de moins de 45 ans en 2001. Vous avez reçu 2 médailles du CNRS, donc médaille de bronze en 1995 et en 2006, médaille d'argent. Vous avez eu des prix aussi de livres pour votre ouvrage, Changer de modèle en 2014. Et plein d'autres prix. Si vous appliquez vos théories là pour compter un peu tout ce que vous avez reçu, donc chapeau pour vous. Oh là là, c'est très gentil. Je voudrais bien finir avec une citation d'Emmanuel Combes, vice-président de l'autorité de la concurrence. C'est mon copain Emmanuel. Économiste, votre collègue, votre copain, votre ami, qui nous dit que pour lui, Aguian est avec Tirole l'un des meilleurs économistes français. Il a non seulement réhabilité l'œuvre d'un des grands hétérodoxes de la pensée économique, Schumpeter, mais il a poussé beaucoup plus loin ses idées en mettant l'accent sur les enjeux sociétaux de la destruction créatrice et surtout aujourd'hui dans le contexte du Covid, de la Covid. Et c'était le thème aujourd'hui de notre webinaire, notre conférence en ligne.
Merci infiniment, cher ami. Et gardons le contact, parce que vraiment, vous avez fait un travail extraordinaire d'organisation. Vraiment, je suis très impressionné. Ce n'est que le début d'un partenariat, d'une coopération entre nos différentes institutions, lycée français du Caire, lycée Balzac et bien d'autres établissements également, et aussi avec l'Égypte, la terre natale de vos parents. Un grand hommage à toute votre famille et félicitations pour le mariage de votre prince Édouard. De votre fils Édouard, oui. De votre fils prince Édouard. Édouard, exactement. Merci beaucoup. Merci, professeur. Au revoir, merci. C'est un grand moment pour moi. Un grand moment. Échange d'émotions. Voilà. Au revoir.